Imaginez un peu la scène. Nous sommes à la fin des années 20. L'économie tourne à plein régime, l'optimisme est absolument partout, c'est ce qu'on appelle les fameuses années folles. Tout le monde pense sincèrement que la fête ne finira jamais. Sauf que, sous cette surface bien dorée, la mécanique est sur le point de s'enrayer méchamment. Un matin d'octobre, une panique monumentale va balayer ce monde d'illusions d'un seul revers de la main et plonger la planète entière dans une décennie de misère noire. Alors, comment une simple crise boursière aux États-Unis a-t-elle pu faire basculer le monde entier ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette nouvelle explication. On y va. Essayez d'imaginer que toutes les économies de votre vie s'évaporent en une seule petite journée. C'est littéralement ce qui s'est produit le 24 octobre 1929, une date tristement célèbre qu'on appelle depuis le Jeudi noir. Ce jour-là, à Wall Street, c'est la panique générale. La rumeur court, l'angoisse monte en flèche, et soudain, tout le monde veut vendre ses actions en même temps. Le problème, plus personne ne veut les acheter. Et là, tout s'effondre. Les cours s'écrasent en chute libre, c'est le début d'un crash boursier d'une violence inouïe. Mais, vous vous en doutez, le désastre ne s'arrête pas sagement aux portes de la bourse. C'est là que le fameux effet domino entre en jeu. Accrochez-vous bien. Entre 1930 et 1932, ce sont 800 banques qui font faillite aux États-Unis. 800, pas 2 ou 3. Pourquoi un tel carnage ? En fait, ces banques avaient prêté des fortunes pour que les gens puissent spéculer en bourse. Donc, quand la bourse s'est crachée, l'argent s'est purement et simplement volatilisé. Et sans banque pour accorder des prêts, les entreprises ne peuvent plus tourner et le moteur de l'économie fait un arrêt sur image. La violence de l'onde de choc est effarante. Les entreprises mettent la clé sous la porte les unes après les autres et la production industrielle américaine est carrément divisée par 2 en l'espace de quelques années. La conséquence directe de tout ça, une explosion absolue du chômage. Écoutez bien ces chiffres. On passe de 1,4 million de chômeurs en 1929 à plus de 12,6 millions à peine 4 ans plus tard. C'est un bond colossal. Des millions de personnes se retrouvent du jour au lendemain sans le moindre centime en poche. Derrière ces statistiques froides, il y a surtout des réalités humaines qui glacent le sang. La misère s'installe partout. Rien qu'à Harlem, à New York, on compte 10 000 familles réduites à vivre dans des caves, dans le froid et l'humidité. Et dans les campagnes, c'est tout aussi tragique. Les prix agricoles s'effondrent à un tel point que des fermiers complètement ruinés préfèrent brûler leurs propres récoltes plutôt que de les vendre à perte. Les écoles ferment par manque de budget, des enfants errent dans les rues. C'est précisément cette détresse terrible qu'on retrouve capturée sur la célèbre photo « Mère migrante » de Dorothea Lange, une image qui va devenir le visage symbolique de cette époque sombre. Section 1. Pourquoi tout s'est-il effondré ? Alors, la grande question, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, les économistes ne sont pas tous d'accord et on retient généralement 3 grandes théories pour l'expliquer. D'abord, on a des penseurs comme Kondratiev et Schumpeter. Pour eux, c'est simplement la fin naturelle d'un énorme cycle d'innovation qui avait démarré dans les années 1890 avec l'électricité et l'automobile. Bref, le moteur était fatigué, tout simplement. Ensuite, il y a l'idée très connue de Keynes, la crise de surproduction. Dans les années 20, les usines tournaient à fond et les profits explosaient, mais les salaires des ouvriers, eux, faisaient du surplace. Résultat, les gens n'avaient tout simplement pas assez d'argent pour acheter tout ce qu'on produisait. Et enfin, on a la vision de Friedman qui pointe du doigt la création d'une bulle spéculative monstrueuse dans les années 20, gonflée par trop de création de monnaie et qui a fini par éclater en plein vol ce fameux jeudi d'octobre. Section 2. Une onde de choc mondiale. Le gros problème, c'est que la catastrophe ne reste pas sagement confinée aux États-Unis. Pendant les années de gloire, les Américains avaient énormément investi à l'étranger. Donc, quand le crash arrive, c'est la panique, ils rapatrient leur argent en urgence. On parle de près de 4,6 milliards de dollars retirés d'Europe d'un seul coup. Chaque région va se prendre le choc de plein fouet, mais différemment. En Allemagne, le retrait des capitaux est dévastateur, le chômage frappe 5,6 millions de personnes. Ce désespoir social va emporter la République de Weimar et ouvrir la porte au parti nazi. En Amérique latine, les prix des matières premières s'effondrent, ce qui provoque des coups d'État en série. En France, la crise arrive avec un peu de retard, mais elle crée une instabilité politique énorme avec la montée des ligues d'extrême droite. Effet assez ironique, le seul grand pays à passer entre les gouttes, c'est l'URSS de Staline. Pourquoi ? Parce que leur économie était ultra planifiée, fermée et totalement déconnectée du marché mondial. Face à ce véritable tsunami, la réaction instinctive des gouvernements va être catastrophique. C'est le règne du « chacun pour soi ». Pour essayer de sauver leurs propres usines, les pays s'enferment et instaurent un protectionnisme très dur. Ils ferment les frontières économiques et le résultat est sans appel, le commerce international plonge de 30% entre 1929 et 1939. En croyant se protéger en solo, ils ont en réalité complètement paralysé l'économie de toute la planète. Section 3. Comment sortir de l'abîme ? Nous voilà au cœur des années 30. En 1933, le monde essaye de se coordonner lors d'une grande conférence à Londres, mais c'est un fiasco total.
Les bonnes vieilles méthodes économiques ne marchent plus. Il faut absolument inventer autre chose. À partir de là, le monde va se scinder en deux stratégies radicalement opposées pour relancer la machine. D'un côté, les démocraties, comme les États-Unis ou la France, vont miser sur une forte intervention de l'État et la mise en place d'aides sociales. De l'autre côté, des régimes autoritaires comme l'Allemagne, l'Italie et le Japon vont choisir l'autarcie, c'est-à-dire l'isolement total, couplé à une militarisation extrêmement agressive. Regardons de plus près la première option, incarnée par le célèbre New Deal, lancé en 1933 par le président américain Franklin D. Roosevelt. Pour l'époque, c'est une véritable révolution. Le gouvernement met fin au capitalisme pur et dur et décide que l'État doit devenir le chef d'orchestre de l'économie. Il crée des agences de toutes pièces, la AAA pour stabiliser les prix agricoles, la NRA pour protéger les salaires et surtout la WPA. Avec cette dernière, l'État devient un employeur géant et embauche directement des millions de chômeurs pour construire des routes, des barrages, des écoles. Tout ça est couronné en 1935 par un pas historique, la création de la sécurité sociale américaine. La France, de son côté, suit une voie très similaire en 1936 avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Face à la crise, l'État intervient massivement en s'inspirant des théories de Keynes. C'est une période électrique marquée par des grèves absolument gigantesques. Plus de 2 millions de travailleurs occupent les usines dans une ambiance presque festive mais déterminée pour réclamer de meilleures conditions de vie face à des salaires gelés depuis des années. Et ça aboutira aux célèbres accords Matignon qui représentent un bond en avant énorme pour les droits sociaux dans le pays. Mais pendant ce temps-là, l'autre voie, choisie par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial, est beaucoup plus sombre. Leur recette tient en 3 étapes implacables. 1. Ils claquent la porte du commerce mondial pour vivre en autarcie. 2. L'État finance des travaux publics titanesques. Et 3. Le vrai moteur de cette relance, c'est le réarmement intensif. L'économie est dopée à coups de fabrication d'armes et de conquêtes militaires pour aller piller les ressources des autres, comme l'invasion brutale de l'Éthiopie par l'Italie ou celle de la Chine par le Japon. Alors, est-ce que ces fameuses solutions ont vraiment fonctionné ? La réponse est nuancée. Le New Deal américain a incontestablement évité le pire, soulagé la misère et remis l'industrie sur les rails. Mais ce n'était pas un remède magique. Tenez-vous bien, en 1939, il y avait encore près de 8,8 millions de chômeurs aux États-Unis. La reprise est restée fragile. En réalité, ce qui va véritablement sortir les États-Unis et le reste du monde de cette paralysie économique abyssale, ce n'est pas un plan politique, mais bien le déclenchement tragique de la Seconde Guerre mondiale et la gigantesque mobilisation industrielle qu'elle a exigée. Section 4, les échos de 1929 aujourd'hui. Au final, cette crise de 1929, ce n'est pas juste un vieux chapitre poussiéreux dans un manuel d'histoire. Ça résonne extrêmement fort avec ce qu'on vit aujourd'hui. Quand on observe les crises financières mondiales récentes, l'inflation ou l'intervention des gouvernements, on voit bien que le spectre des années 30 plane toujours. C'est d'ailleurs précisément pour éviter de revivre ce cauchemar que les États d'aujourd'hui injectent massivement des milliards pour sauver les banques ou soutenir l'économie dès que la machine s'enraye. Mais dans notre monde hyper connecté, une question fondamentale demeure. Est-ce que ces fameux garde-fous que nous avons construits sont vraiment assez solides pour empêcher les dominos de tomber une nouvelle fois ? C'est une vraie réflexion à garder en tête pour comprendre notre propre économie. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée fascinante et on se retrouve très vite pour une nouvelle explication.